Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est à Québec, au Québec toujours. Bienvenue à votre podcast sur l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous allons explorer encore une fois les enjeux éthiques, sociaux de l'intelligence artificielle. Et au programme, cette semaine, ça va être actualité, banc d'essai, révision de textes et ouvrages qui ont attiré notre attention. Ils sont deux aujourd'hui avec moi. Frédéric Plamondon est là. Comment ça va, Fred? Salut, ça va bien? Qui d'autre? J'ai Sylvain Munger qui est là. Comment ça va, Sylvain? Hey, bonjour à tous, ça va super bien, il fait beau, c'est le fun. Yes. Content de vous avoir tous les deux avec moi. Écoutez, avant toute chose, première apparition de Sylvain Munger depuis notre enregistrement devant public, c'était le 10 avril dernier. Puis, comment as-tu trouvé ton expérience, Sylvain? Ah ben j'ai beaucoup aimé ça, hein. Il faut refaire une version 2.0 l'an dernier, surtout que moi j'ai eu la chance que mon intervention ait été enregistrée, hein. C'est pas le cas de tous. Mais Oui, c'est il y pas a eu- grave, hein. Ça fait juste plus de, ça a juste fait plus de place pour certaines personnes et puis d'autres on se sont retrouvés un peu plus Ça, marginalisés sans que ce soit la volonté de quiconque. Je préfère le terme événementialisé. Ah, voilà, c'est ce qui est arrivé avec la piste audio. On s'en souvient de Fred. Mille excuses encore une fois. C'est ça. Fred. C'est correct. C'est tombé dans un néant numérique. Oui, c'est ça. Dans les cracks du plancher numérique. Écoutez, gros programme dans cet épisode. Je l'ai dit, un banc d'essai, réflexion, actualité. Pour vous, je pense qu'on va verser surtout dans la lecture. Qu'est-ce qui a attiré votre attention dans les dernières semaines? On va commencer avec, je sais pas, allons-y avec Fred. Fred, de quoi as-tu envie de nous parler cette semaine? Vraiment beaucoup de choses. De la finale de Last of Us aussi, mais ça ne sera pas à cet épisode-là. Mais Je ne l'ai pas encore écouté, là. No spoiler. puis aussi Mission Impossible 2, la fin qu'on avait fait, dont tu avais fait une critique absolument, en tout cas, démolie en flammes le film. Ah oui, Sa première version, si je me souviens bien, je voulais y aller puis t'agacer avec ça, mais finalement, je laisse tomber. Peu importe, à la place, j'ai lu des articles académiques super intéressants sur les impacts de l'intelligence artificielle. Bon, voilà. Là, il y a... Dans le processus de recherche, ou en fait, peut-être pas le processus de recherche, mais dans les tâches liées à la recherche qu'on exécute quand on est professeur, voilà. Ou enseignant, ou dans le monde de la recherche, là. Ben oui, puis tu m'avais dit que tu avais un texte dont tu voulais nous parler. Oui, en fait, tu parles-tu de l'article ou tu parles de ma contribution un peu plus people? Tu voulais parler de la révision Par quoi les je pairs. commence? Est-ce que je commence par les pairs ou est-ce que je commence par l'empire de l'IA? Pas de l'IA, de l'IA. On va finir par l'empire de l'IA. On va commencer par la révision par les pairs. En fait, c'est pas anecdotique. Oui et non. Il y a quelqu'un j'en ai parlé, je pense, au dernier épisode, mais on m'a envoyé une espèce d'outil qui permet, une application en ligne qui permet à des enseignants d'automatiser leur correction d'épreuves, d'automatiser la création des critères d'évaluation, puis ce genre de choses-là. Puis à ce moment-là, Shirley me disait, t'as-tu vu dans le New York Times, il y a un article, je disais oui, je l'ai lu aussi. Il y a des étudiants, des étudiantes qui se sont rendus compte que des profs utilisaient ChatGPT, ou en tout cas un LLM quelconque pour créer du matériel de cours. Puis là, il était un peu outré de se rendre compte que le professeur avait même pas corrigé les tics de langage de l'IA, puis que c'était clairement... Fait que là, je me disais, c'est à la fois drôle puis pas, tu sais, c'est drôle parce que les professeurs râlent parce que les étudiants remettent des textes dans lesquels on utilise l'IA. Les étudiants râlent parce que les professeurs utilisent l'IA pour faire des textes. Maintenant, on peut prendre de l'IA qui va automatiser la correction de texte générée par de l'IA. C'est un monde merveilleux. Mais là, je me suis dit, mais ça veut dire que les étudiants aussi reconnaissent maintenant le style, le ton ChatGPT, si on veut. Fait que je me dis, c'est pas un mauvais style au sens strict, c'est juste un style un peu plate qui doit être vérifié, puis en tout cas, peu importe, là, mais je reviendrai pas là-dessus, mais je me suis demandé, mais comment ça transforme, pas juste la rédaction de notes, mais les tâches associées au mandat de recherche là, de ceux qui sont dans le monde académique. Mais une de ces tâches-là, c'est la révision par les pairs, c'est de réviser, de mettre son expertise au service de la validation, de la révision des recherches
qui sont soumis par des pairs que souvent on ne connaît pas, ni d'Ève ni d'Adam, dont les textes sont anonymisés, puis qui servent en gros à obtenir l'opinion, le best fearless advice, si on veut, d'experts ou d'expertes dans un domaine particulier. Et à travailler au passage bénévolement pour des grandes revues qui vont bientôt prendre le même texte et le mettre derrière un paywall. Ouais. Exact. Ben, tu sais, en fait, la révision par les pairs, il y a des gens qui la maudissent, puis il y a des gens qui la vénèrent, puis il y a plein de monde entre les deux un petit peu. Oui, il y a plein de monde entre les deux, oui. C'est ça. Puis, tu sais, des fois, c'est aussi une voie de passage pour peut-être ajouter ça dans son CV, puis ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, c'est quand même une étape importante qui valait, selon ce que j'ai vu en 2022, qui valait dans les... Je pense que c'est une industrie de la publication scientifique, là, de 2 trillions de dollars. J'ai trouvé que c'était beaucoup, mais bon, ça semble être ça, pas mal. Ah oui, des compagnies comme Elsevier, là, ce sont nos GAFAM de la publication scientifique. Là. Exact. Fait que là, ben, tu sais, je me suis dit, je vais aller voir. On doit l'utiliser pour faire de la révision par les pairs aussi, tu sais, parce que c'est long de réviser un article de 30 pages qui a été écrit par, tu sais, on valide phrase par phrase, puis ça dépend des fois c'est des commentaires qui portent sur le style, des fois c'est des commentaires qui portent sur la langue, sur la grammaire, des fois c'est des commentaires de fond, des fois il y a quelqu'un qui te dit quelque chose comme t'aurais pu parler de tel article X ou Y que pour des raisons quelconques t'as échappé dans ta revue de la littérature, alors qu'il y a 3 millions de publications par année qui sont révisées puis mis dans ces revues-là. Tout ce que j'aimais, c'est vous auriez pu aussi parler de mon article là, dans le vôtre. Oui, aussi. C'est toujours bien accueilli. C'est ça. Fait que voilà. Ben, en tout cas, bref, tout ça, puis là, il y a plein de pratiques autour de ça informelles, comme il faut aller voir c'est qui les éditeurs ou les éditrices de la revue, ce qu'ils ont écrit, etc. Bref, tout ça. Bref, la révision par les pairs, ça occupe un moment important dans le processus de production des savoirs. C'est ça qu'il faut retenir. Parce que quand on publie dans une revue scientifique, on présume que le contenu de l'article avant sa publication a été vérifié pour, évidemment, pister les cas de plagiat, parce qu'il y en a aussi dans le monde académique, c'est sûr, pour éviter des erreurs flagrantes, pour améliorer la qualité de l'article aussi, puis sa lisibilité, puis ce genre de choses-là. Oui, puis c'est le but, c'est de mettre trois pairs, c'est un filtre, ce sont des humains qui mettent leurs connaissances, leur savoir, c'est des experts comme toi, sinon plus experts que toi, qui vont réviser le texte, puis à la fin, il y a un saut en disant, mais il y a 3 experts de ton domaine qui ont dit, c'est pas pire, cet article-là, on va le publier. Ou c'est rejeté, ou c'est pas pire à condition que. Fait que c'est ça. Fait que ça fait partie de la game, si on veut, mais ça prend du temps, c'est long. Des fois, c'est lourd parce que ça veut pas dire que l'article, on va le trouver intéressant ou pertinent, pour nous, là, je veux dire. Fait que des fois, c'est problématique. Fait que je me suis dit, soudainement, on a des grands modèles de langage qui promettent de faire une chose, puis c'est d'automatiser ce genre de pratique-là. Ça fait que j'ai fait un test, j'ai pris un de mes propres articles, puis j'en ai pas beaucoup, fait que ça tombe bien. J'ai pris un chapitre de livre, en fait. Je l'ai mis dans ma machine, puis j'ai dit évalue ça comme si t'étais un réviseur d'une revue scientifique. Puis la première révision était vraiment le fun. Je me sentais vraiment validé, c'était le fun. Fait que j'ai fait un test, j'ai mis le texte dans Notebook LM. Hey, wow, les deux, ils capotaient, là, c'était vraiment super bon, puis ça avait des implications profondes. Fait que là, je me suis dit, c'est flatteur, un petit peu trop facile. C'est un peu trop flatteur, puis ça, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Les modèles sont affectés par un biais de flagornerie qui fait en sorte qu'ils ont tendance à être biaisés en faveur de l'utilisateur plutôt qu'en faveur de la connaissance ou du savoir qu'on leur donne, finalement. Fait que dans une perspective de recherche, on s'entend que c'est problématique de faire de la révision avec ça d'avance. Mais je voulais voir ce qui sortait. C'est pas exactement le même ton là, habituellement sur un processus de révision par les pairs. Il y a du sarcasme, il y a il y a plein de choses, commentaires parfois, c'est assez dur à entendre. Là. C'est ça. Ou à lire. Puis j'ai trouvé une espèce de hack. En fait, j'ai hacké le système. Je voulais hacker le biais de flagornerie de ces machines-là. J'ai essayé Claude puis ChatGPT. Puis je leur ai demandé de faire ça comme le deuxième réviseur, qui est comme une figure mythique, qui est vraiment sévère, c'est lui, plus que les autres. Ça a quand même marché, pas pire. Mais peu importe. Je me suis mis à faire une recherche sur, justement, s'il y avait de la recherche là-dessus. Est-ce que la révision par les pairs est affectée par les systèmes les LLM, donc par les systèmes d'IA générative, d'intelligence artificielle générative. Puis j'ai trouvé, en fait, pas mal de stock, donc quelque chose qui est assez inquiétant. La première chose, en fait, 2 choses sont assez inquiétantes.
Mais la première chose, c'est qu'il y a quelques recherches qui portent là-dessus, puis toutes les recherches sont plutôt consensuelles. Les promesses de l'intelligence artificielle sont valables pour la révision, avec des bémols, là, sont valables pour la révision d'articles scientifiques. Dans certains cas, évidemment, économie de temps, efficience, donc optimisation, rapidité aussi, amélioration de la rapidité avant la publication, amélioration du format dans lequel on rend les commentaires. Parce que quand on utilise ça pour faire des commentaires, ben le format des commentaires est plus structuré, plus lisible, style ChatGPT, ce qui fait que ça rend, si on veut, l'échange d'informations ou de commentaires, l'évaluation plus, oui. je peux pas dire plus transparente, mais plus claire à ce sujet-là, puis mieux structurée. Généralement, c'est ça qui est proposé. En même temps, on détecte aussi une distribution des gains différenciée. Par exemple, si l'utilisateur ou l'utilisatrice est un locuteur de l'anglais, donc qui est capable d'écrire en anglais d'avance, comme une première langue, une langue maternelle, la révision linguistique automatisée est souvent plus efficace, plus précise qu'un locuteur ou une locutrice d'une autre langue, par exemple. Ce qui laisse présumer que quelqu'un qui parle une langue tierce. Oui, si je parle français, je mets mes commentaires en français, ça se peut que ce soit très ChatGPT comme traduction. Ouais, c'est ça. Puis mettons que tu es un chercheur ou une chercheuse italienne, puis après ça, tu sais qu'il y a moins de représentation un peu dans d'un point de vue des jeux de données d'entraînement, si on veut, là, ça se peut que ça ait un impact. Un impact aussi sur différencier selon le statut socio-économique. Le statut, je dirais, socio-épistémique, c'est-à-dire que les gens qui écrivent des articles scientifiques dans un domaine plus, justement, hard science ont tendance à être favorisés, si on veut. Les évaluations ont tendance à être plus précises, mieux faites, plus ajustées au contenu de l'article que quand on vient des humanities ou sciences humaines sociales. Ben oui. En général, ça, c'est le consensus, puis c'est un consensus qui ne m'étonne pas vraiment parce que c'est très aligné sur ce qu'on dit de l'IA en général, sur la façon dont on vend ces outils-là. Fait que ça m'étonne pas vraiment. On part pas avec le présupposé que c'est mauvais pour la recherche. On part avec le présupposé que c'est un outil qui fait telle chose puis que cette chose-là est utile au processus. Fait que j'ai trouvé dans 3 ou 4 articles que j'ai lus, il y a une mention dans un article, on mentionne une fois que le problème de la révision d'articles n'est pas lié nécessairement au temps, mais au contexte dans lequel on fait la révision de l'article. Donc, à l'organisation du travail ou aux conditions dans lesquelles on produit de la nouvelle connaissance. Si on est dans le jus, s'il faut absolument publier dans des revues 3A, 4A, s'il faut, etc., ben ça veut dire que forcément, on est sous pression. Puis là, le travail, la tâche de faire une révision d'article prend vraiment beaucoup de temps et de ressources, alors qu'on serait mieux servi à faire de la recherche, à faire de la publication nous-mêmes, puis ce genre de choses-là. Oui. Ce qui fait que forcément, dans ce genre de situation-là, un chercheur ou une chercheuse va avoir tendance à se tourner vers l'automatisation de la révision. Donc, il y a ces éléments-là qui sont intéressants, mais ce qui est drôle, c'est que c'est documenté maintenant de plus en plus. Fait que donc, ChatGPT, c'est pas juste nos étudiants qui l'utilisent pour accélérer leur travail, là. C'est aussi les enseignants, le corps professoral, ce genre de choses-là qui s'y investissent. Puis j'ai trouvé un podcast, un balado, qui s'appelle This is Research, qui est piloté par 2 professeurs de l'Université de Hambourg, dont Nick Parente, qui est connu pour ses recherches en algorithmique, en sociologie de l'algorithme, je pourrais dire ça comme ça, mettons. Puis Yann Recker aussi, qui ont fait un épisode qui s'intitule « Si c'est un shortcut, si ça ressemble à un shortcut, donc si ça ressemble à un raccourci intellectuel, c'est probablement un raccourci intellectuel. » Puis là, ben là-dedans, ils se posent la question de savoir, d'abord, ils avouent tous les deux qu'ils l'utilisent assez fréquemment. Puis ils essaient ensemble de réfléchir l'utilisent pour la révision par les pairs? Pour plein de tâches différentes. Puis ensemble, en discutant, ils essaient de trouver ou d'identifier les utilisations qui sont valables puis qui restent intègres d'un point de vue académique, des utilisations qui devraient être rejetées. Puis c'est 2 personnes qui ont une longue expérience d'édition dans des revues scientifiques, surtout Nick Parente, notamment des revues assez bien cotées, dont Ames, entre autres. C'est Ames? Non, c'est... MIS, donc Management of Information Systems, quelque chose comme ça, là, j'ai oublié le vocable là, précis. Fait que c'est intéressant de les entendre parler, puis ça démystifie un peu les usages. Maintenant, il y a 2 choses qui sont inquiétantes là-dedans. D'abord, on sait que ChatGPT transforme les pratiques de recherche puis les tâches liées à l'évaluation ou la production du savoir. Mais 2 choses qui inquiètent.
La première, c'est qu'il y a dans aucun de ces scénarios-là que j'ai spécifié, il y a une remise en question de l'industrie de l'IA qui est une industrie délinquante, notamment pour la raison suivante, c'est-à-dire que pour être capable de faire les modèles qui permettent d'automatiser ce genre de tâches-là, les grandes compagnies, comme on le sait, vont extraire notre intelligence collective et la commercialiser pour nous la rendre. Fait que finalement, si on utilise ces modèles-là pour faire ce genre de tâches-là, ben on fournit gratuitement des textes qui ont été écrits par d'autres personnes, d'autres collègues, qu'on vient de mettre dans le ventre du dragon. Comme tu as fait avec ton texte, là, tu l'as rentré dans LLM, tu l'as rentré une fois que tu l'as rentré, ton propre texte, voilà, tu le donnes, puis ils vont pouvoir entraîner à partir de ton texte là-dessus. Puis ce que tu dis, c'est bon aussi de le rappeler. Là, s'ils sont aussi bons pour être capables de lire des textes scientifiques, d'analyser, de commenter, c'est parce qu'ils en ont lu d'autres, puis il y en a plusieurs qui peuvent être derrière un paywall. Là. Ben oui, c'est ça, exact. Puis on pourrait dire, évidemment, oui, j'ai demandé à ChatGPT de pas retenir les données, mais c'est une façon un peu naïve, parce que quand un algorithme analyse un texte, quand le modèle analyse un texte, ça génère des données, puis ces données-là, c'est les données qui sont pas du texte, c'est les données générées par l'algorithme d'OpenAI, puis ça appartient à OpenAI. Ça fait qu'ils sortent quand même du matériel de ça qu'ils peuvent ensuite commercialiser. Fait que c'est un peu joué contre nous autres de déposer ça, puis ça, dans les 3 ou 4 articles que j'ai lus, j'en ai lu 4 en fait, les 4 articles que j'ai lus, il y a une seule mention de ça qui est assez rapide. Fait que j'ai trouvé que c'était un peu limite. Autre chose qui est inquiétante, j'ai fait une recherche de tous les grands éditeurs. Il n'y en a aucun qui admet la révision par l'intelligence artificielle. Tout le monde l'interdit. Oui, c'est souvent le cas. Les bailleurs de fonds ici au Québec, ils permettent aux chercheurs de l'utiliser. Puis en échange, ils promettent qu'ils ne l'utiliseront jamais pour réviser les demandes de subvention, les écrits des chercheurs. Oui, c'est ça. On imagine que, en tout cas, j'imagine que c'est pas exactement ça. Mais là, c'est ce qu'ils disent. Dans ce contexte-là, oui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Fait que dans ce contexte-là, ben, on a un paquet de monde qui ont fait des recherches sur comment ça transforme le métier, puis un paquet de grands éditeurs qui disent, pour les auteurs, on permet l'utilisation de l'intelligence artificielle générative selon telle circonstance, puis dans telles conditions. Pour les éditeurs, on la permet pour telle affaire. Mais pour la révision scientifique, donc la revue par les pairs, c'est systématiquement interdit, sauf, je pense, dans le cas de Nature, qui a un flou, qui est possible si c'est aligné avec la recherche elle-même. T'sais, si on l'a utilisé ça pour faire la recherche elle-même, puis bon, etc., ce genre de choses-là. Mais sinon, tout le monde l'interdit. Le fait que les gens fassent la recherche là-dessus, puis publient dans des... Mais il interdit l'utilisation des réviseurs d'utiliser l'intelligence artificielle. Au moment mais ils n'interdisent pas l'utilisation de celui qui rédige le texte. Non, les auteurs peuvent l'utiliser maintenant, c'est ça. Ils peuvent souvent le mentionner. Ils peuvent souvent l'utiliser à la condition que ce soit mentionné. Oui, puis des fois, il y a pas dans toutes les revues, là, mais habituellement, la revue va explicitement le mentionner, sa façon de faire avec les LLM, puis ChatGPT, exact. Puis il peut y avoir des variations. Tu sais, il y a les éditeurs, puis ensuite, il y a les revues dans le grand chapiteau de l'éditeur. Fait que les revues dans le grand chapiteau de l'éditeur peuvent avoir leur propre politique, si on veut, mais l'éditeur a une politique générale quand même qui est là. Puis pour les auteurs, c'est généralement permis, mais ça s'est relaxé dans les derniers temps parce que j'imagine qu'il y avait de la résistance un petit peu. Puis autre chose qui est interdite dans tous les cas, c'est la production, la génération d'images ou de graphiques par des systèmes d'intelligence artificielle génératifs. Ça fait qu'on en est là. Puis dans le courant de ça, puis ça, j'arrive à mon deuxième... Deepfake Science. Le Deepfake Science. Ça arrive aussi, ça. Puis pendant que je faisais des recherches pour faire cette chronique-là, voir comment ça affectait ou comment ça transformait la profession, puis dans quelles tâches où est-ce qu'il y avait des changements, je suis tombé sur un article qui a été écrit dans une revue qui s'appelle Research Integrity and Peer Review. L'article date de 2025 par un professeur qui s'appelle Diomidis Spinelli. Puis lui, il s'est rendu compte, il a été avisé que un de ses articles il s'est fait, en fait, je pense, remercier parce qu'un de ses articles était paru dans le Global International Journal of Innovative Research. Okay? Donc, le GIJIR. Puis là, il est étonné parce qu'il n'a jamais publié dans cet article-là, dans cette revue-là. En fait, c'est une revue qu'il ne connaît même pas. Fait qu'il est allé voir puis il s'est rendu compte qu'il y avait un article qui était publié, qui portait son nom, qui avait soi-disant passé une révision par les pairs, etc., mais qui était complètement généré par une intelligence artificielle, puis qu'on utilisait son nom pour le faire passer dans cette revue-là, qui d'ailleurs, si vous allez voir en ligne,
j'ai pas retrouvé le site. Ils ont l'air d'avoir fermé le site. Puis eux autres, ils ont fait une recherche, fait qu'ils ont révisé les articles dans cette revue-là pour voir combien d'articles avaient été générés par de l'intelligence artificielle en utilisant les noms de professeurs, puis de chercheurs, puis de chercheuses réels qui existent. Puis je pense qu'ils ont atteint quelque chose comme... je pense que c'est plus de 80 ou 90% des articles de cette revue-là étaient générés par de l'intelligence artificielle en utilisant le ton des auteurs, la discipline des auteurs, Ouais, etc. puis, c'est une fraude en tant que telle. Ils prennent le nom des auteurs aussi. Moi, dans les articles que je disais, ils appelaient ça des moulins à papier. Ouais. C'est des machines à produire des articles scientifiques. Puis ce qui est le fun, c'est que les chercheurs ont une façon d'écrire, là, puis c'est très formaté, notre façon d'écrire. Fait que finalement, on écrit comme des robots. Fait que là, tu demandes à des robots d'apprendre à écrire comme des robots. C'est un système, c'est une tempête parfaite, là. C'est un robot qui essaie d'apprendre à écrire comme des robots. Ça fait... Ils ont une aisance là, à produire des textes qui ressemblent à ça. Après, il s'agit juste d'avoir quelques textes pour t'inspirer. Tu changes le nom, puis tu publies, puis... voilà, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, on est un peu... Bon, je peux pas dire qu'on est responsable là, de la situation, mais ça milite en tout cas pour dire peut-être qu'il faut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on repense la publication scientifique face à cette... Parce que là, c'est pas juste une question de moulin à papier ou de revue requin, là, tu sais. Parce qu'il y a ça aussi, là. Où est-ce que tu peux publier à peu près n'importe quoi tant que tu payes, là, par exemple. Mais là, c'est comme ça qu'ils les appellent. Oui, c'est ça, exact. Mais là, c'est utiliser l'IA pour faire de la fausse représentation, pour vraiment usurper le nom de quelqu'un qui est connu puis qui a des publications. Oui, puis écrire un texte qui pourrait ressembler à son style, puis on s'approprie tout, là, le nom de l'auteur. Ah oui, c'est une pratique qui est là. OK, c'est ça. Fait que ça c'est assez récent, puis évidemment, dans l'article, ils ont pris contact avec tous ceux et celles qui étaient victimes de cette fraude-là, mais ça montre à quel point l'IA générative affecte de plus en plus, là, pas juste la production intellectuelle des étudiants, mais la production scientifique des chercheuses puis des chercheurs aussi. Vraiment. C'est bien intéressant, c'est une piste que je continue à explorer. Merci Fred. Si ça vous tente d'explorer ce thème-là, je vous pointe notre épisode 38. C'était avec Guillaume Cabanac. Ça s'appelle, le titre, c'est NLP, GPT-3 et fraude scientifique. Avec Guillaume Cabanac, qui justement, il avait publié, la revue Nature l'appelait le détective de la tromperie. Là. C'est ce Guillaume Cabanac-là et son équipe là, qui à l'époque, cherchait des traces là, de fraude scientifique dans la littérature. Puis avec GPT-3, c'était pas très clair. Là. C'était plus des expressions étranges. Moi, je me rappelle qu'au lieu d'utiliser l'expression intelligence artificielle, dans la littérature, il y avait des expressions comme conscience contrefaite. Mm-hmm. Fait que là, tu dis qui a écrit ça? Sûrement pas un expert. Là. Intelligence artificielle, il me semble que c'était assez simple. Puis il y avait plein d'utilisations comme ça, mais c'était GPT-3 à l'époque. Puis c'est le même chercheur qui s'est mis à chercher avec ChatGPT. Est-ce que vous vous souvenez de l'expression Regenerate Response? Mm-hmm. Absolument. Ça, puis as of my last update. C'est ça. Il y a toutes sortes d'expressions là, qu'on peut retrouver, mais Regenerate Response, quand lui, il avait recensé les endroits dans la littérature scientifique où on voyait carrément l'expression Regenerate Response. Après ça, ça a été As an AI Language Model. C'est des phrases grossières qui sont là. Il y avait aussi la phrase As of my last knowledge update ou Sorry, I don't have access to this and that. C'est ça. Fait que là, les mots-clés comme crucial, fondamental. Oui, c'est ça. Donc, l'usage des tirets maintenant, ça c'est nouveau, on dirait. Là. Il y a des traces de tout ça. Puis je me rappelle, ça revient aussi avec ton sujet de révision par les pairs, parce qu'à chaque fois que l'équipe de Cabanac recense ce genre de drôlerie triste et pathétique, il y a toujours le même commentaire. Tu sais, lui, il recense, il dit, on a trouvé telle trace dans tel article, puis son commentaire, c'est toujours le même. Comment se fait-il? Comment est-ce possible que ces erreurs maladroites et grossières aient pu passer à travers le regard des experts consciencieux et engagés, des co-auteurs, des auteurs, des éditeurs, des réviseurs? Parce que c'est ça peut-être le plus gros problème. Comment se fait-il que
tout ce beau monde-là qui sont là en place pour gérer, filtrer. C'est un garde-fou important. Comment se fait-il que personne dans le processus a réussi à identifier ces problèmes? Puis les raisons, sont tout le temps les mêmes. Là. Puis Fred t'en mentionnait, là, les chercheurs, ils manquent de temps, ils manquent de ressources, ils veulent tout faire en même temps, puis à la fin, ils n'ont pas le temps de faire quoi? Mais ils n'ont pas le temps de faire leur boulot. Là. Je veux dire, si tu es réviseur, tu as au moins le devoir de lire le texte et d'être sûr que c'est pas écrit as an AI language model. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est le processus de révision par les pairs. Si ça échappe des erreurs aussi évidentes, il y a quelqu'un quelque part qui pourrait demander, mais est-ce qu'il n'y a pas des erreurs moins évidentes qui ne sont pas détectées? Là? Puis est-ce qu'il n'y a pas d'autres erreurs? Puis ça, là, c'est toute la confiance, non seulement de la communauté envers leur propre communauté, mais ça pourrait dépasser ça. Là. Il pourrait y avoir un monde, puis je ne veux pas vivre dans ce monde-là, mais un monde dans lequel, à l'extérieur de la science, on perd confiance envers les scientifiques parce qu'ils ne font pas leur propre rôle, qui est au moins de passer à travers un processus de révision par les pairs pour s'assurer que la connaissance soit là et une certaine valeur. Moi, en tout cas, je veux pas vivre dans un monde dans lequel la population n'a pas confiance envers la... Il me semble qu'il reste juste ça. Là. Si ça tombe, il ne reste plus grand-chose. Là. C'est le dernier rempart. Là. Si ça Donc, on lâche... se fait mettre à broil un petit peu ce temps-ci par rapport à ça. Hein? Il y a ça, mais imaginez si on était capable d'ajouter dans ce genre de débat-là, il y en a plusieurs qui doutent de la science, mais si en plus, on se met à avoir des raisons fiables et logiques de démontrer qu'il y a une bonne partie de la littérature qui tient pas la route à cause de l'AI, à cause d'un processus de révision par les pairs qui fait pas exactement son boulot, moi, je veux pas donner en plus des arguments à ceux qui doutent de la science. Là. C'est ça l'enjeu aussi, puis c'est de voir quel effet ça va avoir sur la société en général, mais aussi sur le monde de la recherche lui-même. T'sais. Je veux dire, moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je suis dans Google ou quand je fais une recherche, Google, je n'utilise pas tant que ça, mais DuckDuckGo, quand je fais mes recherches, de plus en plus, je fais des recherches en ajoutant l'année avant 2023. Parce que sinon, après ça, il y a trop de sites avec du slop d'intelligence artificielle. Ça fait que avant 2023, quand j'ai pas besoin de quelque chose de très récent, ça m'assure que c'est du contenu qui est un petit peu plus humain, si on veut, dans ce sens-là. Puis ça, je me suis mis à faire ça un peu inconsciemment, puis quand on y pense, c'est un peu triste. T'sais. Puis là, ça à quoi on fait face, c'est de plus en plus de recherches ou d'articles rédigés, en fait, pas rédigés, générés par l'intelligence artificielle, qui sont ensuite révisés par de l'intelligence artificielle. Puis là, ce qu'on a, c'est une espèce d'industrie qui fonctionne surtout pour concentrer les richesses dans les mains des quelques-uns qui contrôlent ces modèles-là. Puis ça, c'est sûr que c'est à notre détriment. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment faire une réflexion là-dessus, mais tout le monde le sait. Je suis là-dedans depuis un bon moment. Moi aussi, c'est quelque chose qui me préoccupe, là, la science, la connaissance, la valeur de tout ça. Faudrait pas que l'intelligence artificielle ajoute ou intensifie un problème qui est déjà là. C'est pas comme si ces problèmes-là étaient nés avec l'intelligence artificielle. Là. C'est des problèmes existants qui sont là. Toute la commercialisation de la science ça en fait partie. La fraude, ça existe depuis longtemps. Ce genre de comportement-là, c'est là, ça existe. Puis il faudrait pas que l'intelligence artificielle intensifie un problème existant. Moi, je pense qu'on est là. Je pense que l'IA cause un problème. Le problème que tu décris, il existait déjà. Cette IA-là. Ah oui, celle-là, oui, peut-être. Non, l'IA a des fins scientifiques, ça, je suis pour ça. C'est ça. Mais bref, on pourra en reparler, pas de problème. À suivre, comme on dit quand on veut changer de thème. Sylvain, je me retourne vers toi. De quoi tu as envie de nous parler? On a pris beaucoup de temps là, avec c'est nos dadas. Là. Toi, oui. Sylvain, tu as envie d'aller où? Là? Oui, vous allez voir, là, ça s'inscrit pleinement avec la thématique du jour. Là. C'est bon. Comme ça. Je savais. Je voulais te mettre en valeur, Sylvain. C'est à se demander s'il n'y avait pas quelques petites pensées télékinésiques qui n'ont pas transité entre Frédéric et moi. Je vais continuer sur la même lancée, peut-être un peu plus philosophique et moins technique.
Je vais vous parler d'un livre, là, mais en même temps, ça va servir de point de départ pour amorcer une discussion, une réflexion plus large là, sur... c'est un livre qui porte sur... Qu'est-ce que tu as lu pour nous, en Sylvain? fait, le livre s'appelle « L'homme diminué par l'IA » par Marius Bertolucci, qui est un auteur que je ne connaissais pas, un prof en management, qui est paru en 2023. Et la thèse, elle est assez claire. C'est un peu l'idée, que fait-on dans un monde où l'IA peut penser à notre place, c'est-à-dire réfléchir à notre place, écrire à notre place, parler à notre place, etc. Et sa thèse, elle est assez claire, là, et elle s'appuie notamment sur Kant, hein, qui, lui, il amorce vraiment une discussion autour des Lumières. Là. Qu'est-ce que c'est que la pensée, la réflexion, la science, depuis les Lumières? Et pour en revenir à Kant, c'est un philosophe qui il expliquait que la différence, qu'est-ce que les Lumières apportaient, ce qui distinguait l'homme des Lumières de l'homme qui précédait les Lumières, par rapport à l'Ancien Régime, c'était de sa capacité à penser par lui-même, à se servir de son propre entendement sans passer par l'intermédiaire d'une autorité extérieure. Et l'autorité extérieure dans l'Ancien Régime, clairement, ça pouvait être le clergé, la religion ou la monarchie, hein, qui expliquait, qui parlait, et puis les gens faisaient juste fonctionner avec ça. Autrement dit, l'homme des Lumières est capable de penser seul. Il est libre intérieurement. Il y a une voix dans sa tête qui lui dit « Voici mon jugement » et qui a une réflexion, une auto-réflexion sur son jugement. Donc, pour lui, c'était ça, l'homme des Lumières. Mais justement, cette capacité-là à penser seul, cette impression-là d'avoir une petite voix intérieure... Ça s'est effrité, disons, depuis quand ça s'est effrité, ce nombre dans la population, j'aurais tendance à dire. Exactement, et ce serait intéressant de voir ce qu'il dirait dans le monde d'aujourd'hui, là, lui qui aimait bien prendre des marches tout seul, sans absolument aucun frafra. Je pense qu'il allongerait quelques marches pour réfléchir à ça. Moi, je pense qu'il serait alcoolo dans un coin très, très, très reculé, avec un baguilet avec des balles pas très loin. Mais c'est mon impression. Alors, qu'est-ce qui... D'où ça pose la question de d'où elle vient, cette faculté-là d'avoir une petite voix intérieure qui réfléchit, qui parle. C'est simplement la voix dans notre tête. Hein? L'impression de se parler. Et je parle pas pour les schizophrènes. Je parle de la vraie voix intérieure que je reconnais comme étant la mienne. Donc, quand cette voix-là parle, je sais que c'est moi qui parle et que ce n'est pas une entité extérieure. Et vous allez voir où je vais en venir avec ça. Ben oui. Est-ce un donné naturel? Ou est-ce quelque chose qui se construit historiquement, culturellement, biologiquement? Ce qui m'amène à un autre livre, qui est une neuroscientifique qui s'appelle Marianne Wolf, spécialiste des sciences cognitives. Elle a écrit un livre qui est vraiment fascinant, hein, que je recommande, qui s'appelle « Le Proust et le calamar ». Proust et le calamar. Oui, c'est le titre en français. En anglais, je me souviens. De Marianne Wolf. Oui, exactement. Donc, c'est des travaux en neurosciences, en psychologie, en sociologie, qui se posent cette question-là. D'où ça vient, cette petite voix intérieure-là? Et elle développe une idée fascinante, c'est qu'elle dit que notre cerveau, à l'origine, cette conscience-là, cette intériorité-là, ça nous vient de la lecture. Ça nous vient du développement de l'imprimerie, ça nous vient de la lecture individuelle, c'est-à-dire de l'alphabétisation de masse, l'éducation de masse, qui aurait amené à produire suffisamment, à rendre accessible la connaissance pour que les gens en viennent à entretenir une discussion avec leur intériorité. Okay? Et elle dit qu'à l'origine, notre cerveau, il n'est pas fait pour lire. C'est quelque chose c'est un travail historique qui a pris vraiment beaucoup de temps. Il a fallu en fait recycler notre cerveau pour l'adapter à la lecture et de réorienter aussi certaines de ses fonctions pour qu'il devienne un cerveau lecteur. Alors autrement dit, lire, ce n'est pas naturel. Et pourtant, c'est un travail qui est difficile, hein, et on peut remonter aux origines, hein, au Moyen-Âge, ou même avant l'imprimerie. Les seuls qui lisaient, c'était les scribes ou les clercs. Hein. Donc, c'est une faculté vraiment élitiste. Et elle insiste vraiment sur le rôle fondamental qu'a pu jouer le livre et la lecture dans la construction de ce que nous appelons la subjectivité. Parce que lire, c'est apprendre à ralentir, à réfléchir, à se projeter aussi, à cultiver notre imagination, à ressentir aussi, parce que ça cultive l'empathie. Hein. S'il y a des personnages dans un roman, ça vous amène à... Oui, c'est vivre une autre réalité carrément. Tu rentres dans la tête d'une autre personne ailleurs. Exact. Dans les pensées, dans la vie, dans les sentiments, dans les émotions, ça peut être de la fiction, mais peu importe.
ou des connaissances qui ne sont pas les tiennes. Hein. Ça nous fait sortir de nous-mêmes, la lecture. Alors, c'est pas juste décoder de l'information, hein. C'est vraiment de créer un espace intérieur, un dialogue intérieur. Quand vous lisez, vous entretenez une réflexion, vous réfléchissez sur ce que vous lisez. Et elle appelle ça la lecture profonde. C'est celle qui active notre mémoire, notre esprit critique, notre imagination et notre empathie. Avec la lecture, vous travaillez l'empathie. Il s'agit de comprendre une théorie qui est formulée par un autre esprit, comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Ça demande beaucoup d'équipement cognitif. Et avec la lecture, vous pouvez revenir en arrière et évaluer ce qui a été compris. Vous êtes encouragé à approfondir aussi ou à analyser ce que vous avez compris ou pas. Or, aujourd'hui, avec la lecture sur écran, on assiste à un basculement. Ça, c'est sa thèse et ça reprend aussi la thèse du premier livre que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est que les écrans nous poussent à lire vite, à sauter d'une information à l'autre, à faire du skim reading. Et ce type de lecture rapide, dispersée, superficielle, ça menace les processus mentaux les plus complexes qui sont l'héritage et on pourrait dire le cadeau de l'imprimerie, de la lecture, de l'éducation de masse, c'est-à-dire l'analyse, la réflexion et l'empathie. Face à un livre imprimé, on ralentit, on peut revenir en arrière, voilà. Tandis qu'avec l'écran, on est capturé par son éphémérité, on est dans une distraction permanente, ça nous pousse à l'accélération, à l'oubli immédiat. Et c'est là tout l'enjeu, parce que la lecture profonde, ce qui permet l'analyse critique, ça commence par l'attention, et sans attention, il ne peut pas avoir de pensée réelle, il n'y a pas de recul, donc pas d'intériorité. Et la thèse du livre, et c'est des deux livres en fait, c'est que nous développons des cerveaux qui seront différents avec les écrans. On ne sera pas moins intelligent, mais pas moins performant, mais on sera adapté, nos cerveaux vont s'adapter à d'autres besoins. Alors, vous aurez des cerveaux qui seront entraînés pour traiter rapidement des images, pour jongler avec des flux d'informations multiples. C'est pas en soi une mauvaise chose, mais parce qu'il faut bien être capable de fonctionner dans le monde qui est le nôtre. Il n'y a qu'un seul monde, après tout. On ne peut pas vivre dans un autre monde. Mais c'est quand même une forme d'évolution. Et ce qui donne matière à s'inquiéter, c'est que cette adaptation-là se fasse au détriment de d'autres formes de pensée. Celles qui sont plus lentes, qui sont plus subtiles, plus profondes. Celles qui sont indispensables à l'analyse critique, à la complexité, à la vraie compréhension du monde. Alors, l'idée de base, c'est que vraiment les livres ont joué un rôle fondamental dans la formation de l'esprit, de la conscience, de la subjectivité telle que nous l'entendons aujourd'hui. Et ça m'amène à un autre, et je vais arriver à l'intelligence artificielle, là, ça m'amène à un autre concept assez fascinant que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'esprit bicaméral. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ça. L'esprit quoi? Bicaméral. Bicaméral. Ouais. Non, ça me dit Deux rien. chambres d'écho en même temps? Ça ressemble un peu à ça. C'est une thèse qui est très controversée. Hein. C'est parce qu'elle n'est pas vérifiable. Elle a été développée par le psychologue Julian Jaynes. D'ailleurs, la saison 1 de Westworld, il y a une petite phrase là-dessus pour les auditeurs attentifs. Une petite phrase où il en parle. C'est une idée qui est vraiment déroutante, mais elle est assez stimulante quand on y réfléchit assez bien, et surtout lorsqu'on essaie de regarder l'époque actuelle, là, lorsqu'on discute lorsqu'on parle de conscience. Jaynes, il part d'un constat radical. Selon lui, les humains dans l'Antiquité, en tout cas jusqu'à un certain point de l'histoire, n'étaient pas conscients, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne se parlaient pas intérieurement comme nous le faisons. Pas de petite voix dans la tête qui résonne, qui doute et qui se questionne. Et à la place, et c'est ça sa thèse, c'est que leur pensée, ce qu'ils entendaient dans leur voix, ça leur apparaissait, c'était perçu par eux comme des voix venues de l'extérieur. C'est des voix qu'ils entendaient littéralement dans leur tête, mais qu'ils attribuaient à d'autres entités, des dieux, des ancêtres, n'importe quelle figure d'autorité. Par exemple, il s'appuie beaucoup sur la littérature. Il dit, si vous regardez l'Odyssée ou l'Iliade, les personnages parlent jamais ils sont jamais au jeu, hein, ils sont jamais pas d'introspection. C'est exact. C'est comme si c'est des personnages qui sont joués par d'autres. Hein. Ils répondent seulement à la volonté des dieux, à la volonté des ancêtres, à la volonté. Bon, c'est comme s'ils n'avaient pas de subjectivité en ce qui le concerne. Ils obéissaient à ces voix-là. Et donc, c'est ça l'idée de l'esprit bicaméral, c'est que leur esprit était divisé en deux chambres. Une qui émettait les ordres et l'autre qui les recevait. Et voilà. Donc, il n'y avait pas de discussion.
Et ce n'est qu'avec l'évolution des sociétés, l'apparition de l'écriture, des récits religieux qui, déjà là, en eux-mêmes, sont beaucoup plus introspectifs, hein. Dans le christianisme ou dans les grands monothéismes, le péché, la rédemption, le salut, ça suppose l'existence d'un espace intérieur personnel. Et c'est la combinaison de tout ça qui aurait fait éclater cette bicaméralité-là pour céder la place à une conscience, comme on l'entend aujourd'hui, unifiée et réflexive, une conscience tournée vers le moi. Et je vais terminer là-dessus, mais c'est là qu'on en revient à notre époque, hein. Avec l'émergence des IA génératives, l'intelligence artificielle, une question se pose. Allons-nous peu à peu déléguer notre voix intérieure à une voix extérieure, celle de l'IA? À force d'obtenir des informations et des suggestions, utiliser l'IA générative comme ChatGPT nous aider à réfléchir, à décider, à écrire, à ressentir même. Est-ce qu'on n'est pas en train de la percevoir de plus en plus comme une sorte de conscience externe qui devient peu à peu internalisée? Une voix qui n'est pas divine, mais algorithmique, à laquelle nous pourrions finir par obéir, hein, ou en tout cas nous fier, comme s'il s'agissait de notre propre pensée. Wow, c'était profond. C'est une belle aventure que tu nous as proposée là, Sylvain. Il y a sûrement tous ceux qui s'intéressent à la naissance de la singularité. Il y a quelque chose à penser avec ça, là, cette interaction entre l'intelligence artificielle, nous, notre propre conscience, une conscience à venir, à naître. La nôtre, celle informatique. Oui, il y a de quoi à penser. J'ai des questions. Oui, j'ai plein de questions. La première autrice dont tu parlais, là. Marianne Wolf. Oui, c'est ça, exact. La lecture, puis la force transformative de la lecture, elle situe ça à partir de quel moment dans l'histoire, à peu près? Pour elle, c'est un processus de très, très longue durée, là. On ne parle pas de quelque chose d'une génération. C'est vraiment avec l'apparition de l'imprimerie, pour elle. C'est l'imprimerie, le début de l'alphabétisation de masse, hein, qui précède l'éducation. Parce qu'il y a deux processus. Il y a l'imprimerie, il y a l'alphabétisation, et après ça, il y a l'éducation massive telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire l'éducation primaire pour tous. Ça, c'est à peu près au 19e siècle. L'alphabétisation, 18e, donc 17-18e siècle, ce serait à peu près là qu'il y aurait eu la transition qui se serait effectuée. Oui, en fait, moi, j'associais beaucoup à la plasticité connue du cerveau, par exemple, et puis moins à une... comment dire? Le fait de pouvoir imprimer des livres a accéléré, ou en fait a permis de réfléchir des réseaux de distribution du savoir beaucoup plus efficaces, beaucoup plus accessibles à beaucoup plus de monde. Fait que forcément, ça a changé notre rapport à l'information, ça c'est clair. Mais je trouve que de faire le saut à... Le biologique, là, ça, je trouve que c'est une grosse marge, mais là, j'ai pas lu le livre, là, fait que c'est pour ça que je pose la question. Ça, je trouve que c'est un peu gros, exactement comme de dire sur la chambre bicamérale, le cerveau bicaméral, ça se pourrait que l'impression d'un bicaméralisme, ça existe ce mot-là, hein? Ouais, c'est ça, que cette impression-là découle peut-être simplement d'une formule stylistique. Oui. Sur des textes qui étaient faits pour être joués dans un cadre socio-culturel particulier, puis etc. Puis c'est un peu drôle de dire ça à la face même de l'existence des discours socratiques. Oui, moi aussi, je faisais des liens avec les discours socratiques. Moi, je suis tout à fait prêt à considérer Socrate comme étant un disrupteur, là, comme une espèce de pré-fondateur de la Silicon Valley. Là, il y avait son démon, puis il introduisait un nouveau dieu par là, d'une certaine façon. T'sais. Mais juste les liens que je voyais avec Sylvain, c'est quand tu parlais de Platon. Là, c'est sûr qu'on s'éloigne, là, mais c'est pas grave. Allons-y. Parce que Platon, quand il écrivait ses dialogues aussi, c'était des dialogues. Hein. C'est comme s'il n'était pas capable d'incarner dans son écrit une espèce d'auto-réflexion de « c'est moi qui pense ». Non, c'est pas moi qui pense, c'est quelqu'un qui parle. Il parle, ces personnes-là, puis il mettait, probablement sa propre pensée. Il la faisait incarner par Socrate, toutes sortes de monde. C'est intéressant parce que je pense qu'elle en parle dans son... Ah oui? C'est James qui en parle parce qu'il dit, c'est ça, même là, c'est comme s'il avait besoin de faire parler d'autres personnes que lui. C'est comme s'il n'y avait pas l'autorité de dire c'est moi, je pense que... le moi qui n'est pas là. Il faut passer par des intermédiaires encore.
Mais lui, C'est il verrait peut-être... ça comme une transition là, qui prend du temps. Déjà là, à Platon et à Socrate, on est beaucoup plus loin que du temps d'Homère, déjà là, parce que James parle vraiment plus ancien que ça. C'est vrai, il fait référence plus à l'âge du bronze, même entre les deux, entre la période de la Grèce Oui, classique non, et c'est la fin sûr de l'âge que... du bronze. Là. C'est juste que son objet de recherche, si on veut, est physiologique, Oui. ça comme ça, mais sa méthode est interprétativiste, donc il n'y a pas accès Non, ça à nous prendrait des l'expérience cerveaux. réelle. Ça nous prendrait Fait des que c'est cerveaux. comme s'il y avait une forme d'incohérence. Je comprends l'intérêt, mais il y a comme quelque chose d'incohérent dans le modèle pour ce que j'en connais moi-même. Là, je ne l'ai pas lu, mais C'est une ça reste quand même expérience de intéressant. pensée, Ouais, là. c'est ça. Puis Jongler avec des c'est pas concepts. si loin que ça, parce qu'on réfléchit sur ce que c'est l'intelligence. Puis si on découvrait ensemble, nous trois, ou en tout cas le staff de IA Café, si on était capable de mettre le doigt sur une théorie générale de l'intelligence, je vous garantis qu'on devient milliardaire du jour au lendemain, parce que ça voudrait dire que OpenAI aurait un modèle pour être capable de développer un agenda de recherche menant à l'IA générale, alors que là, dans le moment, ils ont juste un générateur de mots, là. Ben, c'est ça. Fait que ça prend une théorie générale d'intelligence si on veut avancer De l'intelligence. Mais tu sais, bon, il y a aussi des limites. Moi, j'aurais tendance à dire des limites épistémologiques. Là, on rentre dans ces termes-là. Là, mais tu sais, c'est une intelligence qui essaye de se définir elle-même. C'est déjà limitatif. Là, tu sais, si disons mon intelligence est limitée, j'essaie de définir ma propre intelligence. À un moment donné, c'est circulaire, mais je comprends. OK, on va le mettre dans nos objectifs à atteindre en 2026 pour un IA Café, définir l'intelligence, un modèle qu'on proposera et vendra à Sam Altman. Surtout à vendre. gros prix. On n'est pas obligé d'avoir raison, on est juste obligé de le faire croire à Sam Altman. Mais aussi, juste l'idée quand même comme exercice de pensée, de prendre comme hypothèse que si on enlève la lecture avec l'attention, la lecture comme on la connaît, la lecture, on pourrait dire de marathon. Là. Il y a quelque chose qui se perd. Il y a quelque chose dans la pensée qui se perd par rapport à ça. Est-ce que la question du moi, de l'intériorité, s'en retrouvera pas transformée aussi? En ce moment-là, il parle de... En ce moment, on entend les termes, dans les derniers rapports, on voit des décharges cognitives. C'est ça qu'on... De surcharge cognitive aussi, ça arrive. Surcharge, décharge cognitive, quand on fait appel à l'intelligence artificielle pour faire toutes sortes de tâches qu'on aurait à faire, y compris la lecture, il y a une partie, je pense que c'est ça l'hypothèse, là, ça reste à démontrer, là. Mais il y a quelque chose qui se perd. Là. Mais en même temps, l'humain, il est paresseux. Moi, je me souviens d'avoir déjà lu un livre, c'était justement, je me souviens pas c'était quoi exactement, mais par exemple, il expliquait que on est des hominidés, je veux dire, on est une branche des singes, et il disait même les chimpanzés sont paresseux. Je veux dire, ils vont faire... C'est l'intelligence, elle est créée comme ça. C'est-à-dire qu'il faut maximiser le nombre d'actions possibles avec le plus d'économie d'énergie possible. Alors, même les chimpanzés sont comme ça. Je veux dire, et si on nous donne quelque chose, par exemple, si je t'apporte ta nourriture au lieu d'avoir besoin d'aller la chercher, c'est sûr que tout le monde va le faire. C'est comme il est né en nous de devenir comme Wall-E, en fait, avec une chaise, des chaises autopilotées avec des écrans télé, et puis on se fera servir par une armada de robots. Une belle vision. Vous êtes vraiment pessimiste. Ah, mais non, c'est pas une vision à moi, c'est la vision de Walt Disney. C'est Wall-E, là. Oui, puis tout le monde aime Wall-E, là. Mais la poubelle qui tombe en amour avec un robot qui ressemble vaguement à un suppositoire, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle. Hey. Mais oui, mais c'est ça, il y a café, des fois on part. Mais non, mais je vous trouve, mettons qu'on est moins pessimiste un peu, c'est peut-être pas quelque chose qu'on perd, mais il y a clairement quelque chose qui change. Oui, c'est notre rapport à l'information modifie notre façon d'agir avec le monde, de réfléchir à la cohérence entre nos principes puis les comportements qu'on va adopter. Ça c'est officiel. Maintenant, ça change pour le mieux, pour le mal, ça c'est quelque chose qui reste à déterminer puis à voir comment on agit. Mais il y a des cas il commence à avoir des cas, c'est auto-rapporté encore, là, c'est pas super rigoureux, mais il y a des cas de AI-colisme qui commencent à être rapportés, là, c'est-à-dire ils se sont rendus compte qu'en utilisant des LLM ou de l'intelligence artificielle quelconque, là, peu importe le modèle, mais surtout ChatGPT par exemple, que ça active le système de récompense. Puis qu'on génère de la dopamine ou de la sérotonine, là, je ne sais plus laquelle fait ça. Fait qu'on se sent bien à l'utiliser. Fait que par exemple, pour quelqu'un qui l'utilise parce qu'il se sent moins bon que ses collègues, ben quand il y a le rendu de ChatGPT qui est très structuré, qui est clair, puis etc. en première lecture, donc en lecture superficielle si on veut, ben ça lui fait du bien
de remettre ça. Ça rassure les gens, ça calme les anxiétés de performance. Fait qu'on a tendance à y retourner souvent. Puis avec les étudiants, avec mes propres étudiants, je vois ça. Moi, je le souligne systématiquement. Je dis, bon, c'est correct, c'est un bon travail, mais tout ce passage-là, ça a été généré par l'IA, c'est sûr. Il faudrait que tu le retravailles et que tu trouves une façon d'y donner une valeur ajoutée, tu sais, parce que sinon, ça vaut pas grand-chose. Puis souvent, leur réflexe, c'est de retourner à ChatGPT. Fait que c'est pas tant une question... Il va reprendre le commentaire il va reformuler le commentaire. Il reformule en fonction de ce commentaire-là. Reformule ça en fonction du commentaire. Ben, c'est ça. Fait que là, je rigole un peu parce que il n'y a pas une intention de plagiat là-dedans. Je détecte pas une intention malveillante, là. Je détecte surtout des gens qui vivent une grande anxiété intellectuelle, une anxiété de performance intellectuelle, puis qui sont rassurés par le fait qu'une machine donne un rendu, tellement que quand ils se font faire un mauvais commentaire, ils retournent à la machine. Ce qui fait que c'est un... Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui est... on dirait que c'est la même relation avec les réseaux sociaux. Là. Fait que ça change notre rapport à l'information, ça, c'est l'évidence que ça pose des risques puis qu'on a des questions importantes à se poser, c'est clair aussi, mais je suis pas encore prêt à dire qu'on va perdre quelque chose. Il y a mon petit côté conservateur qui a appris à faire des recherches à la bibliothèque avec des cartes perforées, là, me dit, c'est sûr qu'on perd quelque chose. Ça avait une valeur d'aller à la bibliothèque en personne puis de fouiller dans des paquets de cartes pour essayer de trouver un livre qui n'est plus dans les rayons depuis X temps. Ça a une valeur pédagogique. Dans les faits, c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas si beau que... C'est peut-être pas si beau un beau plaisir nostalgique. Là, mais... Fait qu'il y a quelque chose qui change, ça c'est sûr, puis ça va provoquer des comportements. Maintenant, je pense que notre rôle, c'est d'essayer d'identifier ces comportements-là, de les faire valoir, puis de montrer que ça pose des problèmes sur une échelle d'importance quelconque. Là. Mais je suis pas rendu à dire qu'on perd de quoi. Ce qu'on perd, je pense, c'est le produit de notre intelligence collective qui est capté par une industrie qui est vraiment délinquante. Puis ça, c'est une perte nette. Mais parlant d'industrie délinquante, je pointerais vers ton dernier ouvrage. Fred, tu voulais en parler. L'ouvrage de Karen Ao, ça s'appelait The Empire of AI, Dreams and Nightmares of Sam Altman's. Voilà, le voici. Il est là. C'est ça. C'est ça. Karen Ao, qui est diplômée du MIT en génie mécanique, si ma mémoire est bonne, puis qui est une journaliste d'enquête, qui a publié, je pense, dans le MIT Technology Review, dans The Atlantic, etc. Fait qu'elle est assez connue, elle s'intéresse à l'IA depuis longtemps, assez connue à ce sujet-là, puis elle vient de publier récemment un livre qui s'appelle, que tu viens de le nommer, donc Empire of AI, qui a retenu l'attention parce que ce qu'elle fait, c'est, puis là je m'excuse, je vais emprunter ça à Notebook LM, mais elle fait un deep dive dans... Hey, c'est rendu dans la culture maintenant. Ouais. Mais elle plonge vraiment dans je dirais presque la préhistoire puis l'histoire de la fondation d'OpenAI. Ça fait que si parmi les auditrices, les auditeurs, il y a des gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat technologique puis à la philosophie de gestion qui est prégnante, si on veut, là, dans ce monde-là de la Silicon Valley, ça vaut le détour. C'est évidemment, le livre est assez critique. Le premier chapitre, l'idée ici, c'est pas de comprendre, c'est pas un livre d'affaires, là, c'est pas quelque chose c'est pas de la littérature d'aéroport, là, tu sais, on s'entend, là. Mais c'est écrit de manière ethnographique, fait que c'est donc elle-même assez intégrée. Elle a parlé à des gens qui travaillent dans ces compagnies-là. Elle a parlé à des gens connus aussi, comme Sam Altman, puis ce genre de choses-là. Elle est connue dans le métier, fait qu'elle a eu l'occasion, elle, de se vraiment s'imprégner de la culture puis d'y réfléchir. Fait qu'on peut lire ça un peu comme une espèce de... C'est pas un roman, mais ça reste très, très accessible. Là. C'est pas du tout une revue scientifique de ce qui s'est passé. Okay. Fait que c'est assez intéressant. Puis l'idée ici, c'est d'être capable de faire émerger un portrait de la chose qui n'est pas tant un portrait du savoir-faire entrepreneurial qui est lié au développement de l'intelligence artificielle, mais plutôt un portrait de l'idéologie entrepreneuriale qui est liée à cette technologie-là, puis à son projet sociopolitique. Ça fait qu'on est vraiment on s'entend que Karen Ao elle pousse sur beaucoup de mes boutons là, dans son livre. En fait, le premier chapitre pourrait être à peu près au part avec une de mes propres contributions. Puis là, c'est une auto-tape dans le dos que j'ai faite dans le podcast sur le beef qu'il y a entre Sam Altman puis Elon Musk. Oui, je me rappelle. Oui.
Puis C'était pas ton récit de Noël, là, d'ailleurs? Oui, c'est mon récit de Noël, exact. Voilà. Puis le premier chapitre porte essentiellement sur les mêmes enjeux, c'est-à-dire c'est qui ces gens-là, qu'est-ce qui les anime, d'où vient Sam Altman, c'est quoi en gros ses origines intellectuelles, avec qui il y a eu des collaborations, puis qui l'a influencé aussi là-dedans. Sans trop de surprises, on apprend que Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, qui est un accélérateur d'IA, d'entreprises technologiques, dans la Silicon Valley, très, très connu, dirigé maintenant par Gary Tan, puis que Sam Altman a présidé aussi pendant un bout de temps. Donc, Sam Altman a fréquenté Paul Graham, qui est un influenceur milliardaire de la Silicon Valley, et Peter Thiel, qui est aussi un entrepreneur à la tête de Palantir, une compagnie qui fait de la gestion de données, notamment à des fins de surveillance, ce genre de choses-là. Fait qu'on apprend qu'il a traîné dans ce monde-là, puis on voit un peu comment il fonctionne, puis qu'est-ce que les gens disent de Sam Altman quand ils l'ont rencontré. Puis c'est en gros, c'est une personne affable, très gentille, très attentive aussi, très attentive au point où, quand on a des collaborations avec, il peut apporter beaucoup de ressources. Hein. Sam Altman aurait déjà donné des sous à des gens à vie, là, ou à vie à ceux qui nous écoutent. Sam Altman a déjà donné des sous à des gens qui ne connaissaient pas, qui ont simplement écrit parce qu'il y a un besoin quelconque. Sam Altman a déjà donné des sous à ces gens-là. Fait que c'est quelqu'un qui est assez accessible, paraît-il. Puis après ça, quand vous entrez en relation d'affaires avec, il vous reflète beaucoup ce qu'il a appris de vous. Fait qu'il est tellement attentif qu'il finit par l'utiliser. C'est comme ça que les gens qui ont travaillé avec le décrivent un peu. Puis il l'utilise pour vous aligner, si on veut, avec sa vision. Ce qui va faire dire à Ralston, qui est un autre influenceur de la Silicon Valley, là, entrepreneur aussi, qui va faire dire à Ralston que Sam Altman, c'est une des personnes qu'il connaît qui est la plus capable de concentrer le pouvoir dans ses mains, qui est vraiment capable de rassembler de la ressource. Il comprend très, très rapidement comment les réseaux fonctionnent pour être capable de tirer un profit qui va lui permettre de créer un levier pour atteindre d'autres personnes, puis d'autres personnes, puis d'autres personnes. Puis c'est ce qui en fait une espèce, il est comparé dans ce cercle-là, il est comparé à Steve Jobs. La seule chose qu'on lui reproche, c'est qu'à l'âge de 26 ans, Steve Jobs valait déjà plus de 250 millions de dollars, alors que Altman n'en valait qu'entre 5 et 10. Mais il s'est rattrapé après, on s'entend, tu sais. Puis le livre est un peu sur ce ton-là, fait que c'est super intéressant parce qu'on apprend en gros qu'est-ce qui est valorisé dans la Silicon Valley comme attitude, d'où viennent les idées aussi ensuite de Ilias Sutskever, qui est un pupille de Jeffrey Hinton, qui a étudié avec lui, qui est aussi un des cofondateurs effectivement OpenAI. Pourquoi est-ce que Geoffrey Hinton a trouvé que cet étudiant-là était absolument fameux, qui ont travaillé ensemble d'ailleurs sur d'autres projets d'affaires, puis ce genre de choses-là? Comment est-ce que les gens chez OpenAI percevaient Sutskever? C'est quoi le profil philosophique de Sutskever par rapport à l'intelligence artificielle? On apprend aussi qu'est-ce qui faisait en sorte que Dario Amodei, qui est le fondateur de Anthropic, qui fait Claude, qui était avec OpenAI, mais qui est parti depuis ce temps-là, comment il considère l'éthique de l'IA, comment il considère, par exemple, la formalisation de ce qu'il appelle une IA qui est constitutionnelle, qui est à la base du modèle de Claude. Puis au travers de ce livre-là, au fil de tout ce livre-là, on voit vraiment c'est quoi les valeurs qui animent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils pensent du projet d'intelligence artificielle, puis on se rend compte assez rapidement qu'on est loin de... En fait, on passe d'une espèce d'idéalisme envers l'avenir. On veut créer quelque chose qui va servir le monde. Fait que c'est déjà presque mégalomane. Là. On est vraiment dans un autre ordre d'ambition. Cet idéalisme-là se mute en ce que Karen Howe va appeler une gouvernance idéaliste. Il y a plein d'approches à la gouvernance des entreprises, mais là, une gouvernance, c'est-à-dire donc une façon d'organiser la structure décisionnelle de façon à aligner tous les efforts sur une idée qui est souvent fixe, qui est l'idée que Sutskever met de l'avant, qui est l'idée de faire un gain d'échelle, un scaling. Puis c'est à travers ça qu'on voit comment cette idée-là, dans cette culture-là, dans cette communauté-là de chercheurs puis de penseurs, puis là, je fais exprès, je féminise pas parce que c'est surtout des hommes. Oui. En fait, il y a même Timnit Gebru est aussi citée à un moment donné parce qu'elle-même est invitée à participer. Puis elle réalise que c'est la seule femme noire dans l'ensemble du congrès, puis ils sont comme 6000, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est comme une espèce de... Fait qu'on voit comment cette communauté-là passe d'un idéalisme à une gouvernance idéaliste à une anti-gouvernance qui se déplace de plus en plus vers
une utopie qui génère des envies de contrôle. Fait que plus le temps passe, plus ils veulent contrôler ce qui sont sur quoi ils sont en train de travailler, contrôler les équipes de travail, contrôler l'influence de la compagnie sur la politique, sur le politique aussi. Puis tout ça au nom d'une utopie qui commence à devenir, en fait, une obsession. T'sais. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas arriver à faire ce qu'ils veulent s'ils n'ont pas ce contrôle-là, tellement qu'il y a des gens qui craignent que Sam Altman ait des prétentions, par exemple, à la présidence des États-Unis dans un avenir plus ou moins lointain. On a ça un peu comme réflexion avec Elon Musk en ce moment-là. Oui, c'est ça, exact. Fait que, mais Elon Musk, en théorie, pourrait pas, là, mais en théorie, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la théorie est mise à rude épreuve en ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais ça, le livre envoie des signaux qui sont pas nuancés là-dessus, mais qui humanisent vraiment beaucoup ces leaders de la tech-là, au sens de humaniser, au sens de expose comment ils sont vulnérables, comment ils sont pleins de contradictions, puis comment ils sont finalement un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Ils sont comme monsieur, madame, tout le monde. Ils ont des fragilités, ils ont des failles. Ouais. Mais en même temps, c'est eux autres qui, en ce moment, essaient de contrôler, nous mener tout le monde vers un objectif commun. C'est ça que tu dis, l'idéalisme, c'est ça. Là, on s'en va vers un idéal, puis c'est eux autres qui le déterminent. Mais ces personnes-là sont faillibles. S'il n'y a pas de place pour questionner, pour poser des questions, pour changer ou pour challenger, je dirais, ces idéaux-là, ben on s'en va dans la même direction qu'eux. Challenger le projet. Oui. Qui finalement est un projet tout à fait humain qu'on retrouve dans l'histoire du monde super fréquemment d'un entrepreneur qui a envie de changer le monde. Mais à des échelles algorithmiques. Fait que c'est à la fois intéressant et inquiétant, puis à la fin, puis je finis là-dessus, à la toute fin du livre, c'est le fun parce que Howe, elle va présenter d'autres façons de faire de la technologie, notamment en des projets de développement de modèles d'intelligence artificielle dans le but de faire revivre le langage des Maoris qui est en train de disparaître. Puis là, j'avais une pensée ici pour ce qui se fait, je pense, je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est l'Université de Montréal. Il y a des chercheurs qui travaillent justement avec des premiers peuples pour être capables de développer ce genre de choses-là. Puis c'est des modèles qui sont développés avec très peu de moyens, avec des bases de données qui sont quand même grandes, là, mais qui ont rien à voir avec les jeux de données d'entraînement d'OpenAI. Là, on parle de 325 heures d'enregistrement audio puis de plusieurs milliers de pages de verbatim, mais ça n'a rien à voir avec ça. Puis qui sont faits de manière, je dirais, co-développée avec les milieux, avec les premiers peuples, avec les principaux intéressés, d'une approche qui est responsable, qui est soucieuse de respecter les cultures, soucieuse de respecter les territoires, soucieuse de aussi partager la propriété intellectuelle d'une manière qui est adéquate, puis qui génère beaucoup, beaucoup d'engagement de la part de ces communautés-là, versus des compagnies comme OpenAI qui viennent extraire de force une propriété intellectuelle commune, le bien commun, l'intelligence collective, pour commercialiser des outils. Fait qu'on est dans la même technologie, mais dans deux approches différentes. Une approche qui est clairement extractiviste et alignée sur des intérêts cyberlibertariens et capitalistes, puis une approche qui est plutôt tournée vers des aspects scientifiques pour améliorer justement l'accès à la culture, puis l'accès à des savoir-faire, puis à des savoir-être spécifiques. Fait que donc des plus petits modèles adaptés à des besoins très précis versus des gros modèles d'intelligence artificielle qu'on présente comme étant général. Oui, t'expliques bien les deux pôles, on les voit bien, on les ressent bien. Puis entre les deux, il y a des modèles à mi-chemin, nuancés. Là. C'est un spectre, là. Mais tu les places bien, les deux archétypes, les deux pôles. Fait que voilà. Karen Howe, Empire of AI. Le titre. Empire of AI, Dreams and Nightmare in Sam Altman's OpenAI, quelque chose comme ça. Pour ceux et celles qui sont abonnés à Spotify, il est disponible en version audio. Bon. Oui, gratuitement, puis il est lu par Karen Howe. Fait que, éthiquement parlant, c'est-tu sa vraie voix? Ils ont juste cloné sa voix, puis ils font lire? Non, c'est lu par Karen Howe, c'est validé. C'est pas un clone. C'est bon. Il faut le demander. Karen Howe est d'accord, on dirait. Il faut le demander en ce moment. Écoutez, merci Fred, merci Sylvain. C'est tout pour notre épisode
111 d'IA Café. Gros thème. Merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures, réflexions aujourd'hui, plutôt socio-philosophiques, philosophie des sciences éthiques de l'intelligence artificielle. Merci encore d'être là, de partager, de commenter. J'ai vu la dernière fois, je vous ai demandé de commenter notre contenu. Il y en a plusieurs qui l'ont fait. Merci de le faire. Merci à mes fidèles collaborateurs cette semaine. Frédéric Plamondon, merci. De rien, pas tout. Et Sylvain Munger, merci. Merci, plaisir partagé. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, partagez encore notre podcast, parlez-en, commentez, faites votre job. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.